Connaissance, recherche, sciences, Dessin mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Donc aujourd'hui, on va parler la première heure de les deux cordes et deux brins pour Dirichlet. Mais on a des restes de la semaine passée encore et je m'excuse, mais j'avais pensé de les partager entre la première et la deuxième heure en pensant que ça marchait. Et tout d'un coup, ce matin, je me rendu compte que non, il faut les mettre toutes dans la première heure. Donc, les 2 ou 3 premières diapos, vous les trouvez dans la deuxième partie des copies. Donc, en effet, c'est ce qu'on avait vu donc, la dernière fois, je vous rappelle brièvement, c'est les effets de la compactification des dimension spatiale, d'une dimension de l'espace, et son effet sur des cordes fermées. On avait vu que des cordes fermées peuvent faire deux choses. Elles peuvent bouger dans la direction compacte, dans le cercle, mais elles peuvent aussi s'enrouler. Et donc, il y avait ce concept d'impulsion et des nombres d'enroulement, winding number, et il en découlait des propriétés assez intéressantes de la théorie, et en particulier une dualité où le rayon R du cercle est transformé dans un rayon 1 sur R dans des unités de cordes. Alors, on reprend ça, mais dans le cas où il y a plusieurs dimensions compactes. Donc, dénotons avec petit d le nombre de ces dimensions compactes que je prends encore être des cercles donc tout à fait simples, toroïdal, on parle d'un tore en deux dimensions. Et donc les impulsions et l'enroulement deviennent eux-mêmes des vecteurs à deux dimensions, parce que je peux bouger dans une direction, m'enrouler dans l'autre, et ensuite. Donc, je peux former des vecteurs dimensionnels qui quantifient les mouvements d'un côté et l'enroulement de l'autre, toujours dans ces dimensions compactes. Donc, je vous rappelle qu'on avait une formule de masse dans le cas d'une seule dimension compacte. On l'avait écrit, vous le trouvez dans les notes de la semaine passée, on l'avait écrit de cette façon-là. Donc, il y a deux contraintes, il y a une formule de masse et il y a ces contraintes avec le nombre d'occupations des oscillateurs gauche et droite. Et si vous vous rappelez bien, on avait dit que pour un R générique, il y avait seulement certains états à masse nulle, qui nous donnait un certain nombre de bosons vecteurs, par exemple, à masse nulle, mais pour la valeur qui s'avère être la valeur self-duale du rayon, il y avait davantage de bosons vecteurs. Donc, génériquement, on avait un groupe de jauge U1 fois U1, mais à la valeur self-duale du rayon, ces symétries de jauge devenaient un SU2 fois SU2. Bon, qu'est-ce que devient tout ça si on prend plusieurs dimensions compactes? Bon, la formule, les deux contraintes s'écrivent encore comme une formule de masse et en contrainte sur les oscillateurs et les impulsions et l'enroulement. Là, j'écris la formule. Vous voyez, ce n'est pas trop compliqué. Là, c'est l'impulsion
comme vecteur dans les deux dimensions. Les pi, ça dit simplement que je prends les modes 0, donc pas les oscillateurs, le reste, et j'intègre sur sigma, ce qui me donne un facteur pi, simplement. Et si je prends ces formules-là, vous voyez, si je prends les carrés de ça gauche plus les carrés de ça droite, j'obtiens P2 plus T2 x'2. Donc, j'obtiens ces termes-là, l'analogue de ces termes-là et de ces termes-là. Par contre, si je prends PL2 moins PR2, j'obtiens que les termes mixtes qui est l'équivalent de ces NW. Donc, vous pouvez vérifier que dans le cas d'une seule dimension, la formule ici se réduit à celle-là. Donc, alors, il y a une chose très intéressante. Si on regarde pour l'instant que ces contraintes-là, donc l'analogue de ces contraintes-là, on voit que là, il y a le produit scalaire d'un vecteur en 2D dimensions, 2 petits 2, pardon pour mes 2, ils sont tous pareils. Donc, OD2. Pourquoi OD2? Parce que là, c'est une métrique du type Lorentz avec petit 2 signe plus et petit 2 signe moins. Vous voyez, il y a un moins ici. Donc, si je fais des transformations, des rotations, rotations pour si dire, sont comme des transformations de Lorentz, rotation en 2D dimensions avec ces signatures-là, cette quantité-là reste invariante. Donc, il y a ces groupes de transformation et ces groupes de transformation me fait passer d'une compactification à une autre, disons plutôt d'un état, dans un état d'impulsion et d'enroulement à d'autres états d'impulsion et d'enroulement. Mais par contre, la masse de la corde, elle n'est pas invariante. Si je fais une transformation générique O2,2, cette quantité-là est invariante, mais pas la masse. Donc, il y a un sous-groupe de ces O2,2 qui est simplement une rotation du vecteur gauche ou une rotation du vecteur droite. Et ça, c'est les sous-groupes de ces groupes-là qui laissent la masse invariante. Autrement dit, je peux passer d'une compactification à une autre avec ces transformations-là, mais seulement ces sous-groupes de transformation laissent la physique invariante. Donc, on dit que pour classifier toutes les compactifications non équivalentes dans ces cas-là, on décrit toutes ces compactifications avec ce qu'on appelle un coset. Ce n'est pas un groupe, c'est comme un rapport de deux groupes, mais ce n'est pas lui-même un groupe. Donc, on fait ces transformations, mais à une transformation de ce type près. Et ça, c'est un manifold qui décrit les compactifications inéquivalentes en deux dimensions. Ce n'est pas encore vraiment la fin. Faisons un petit comptage de combien de variables il y a dans cet espace. On prend le nombre de variables de OD2. Donc là, c'est comme des rotations en 2D dimensions. Ça, c'est le nombre pour ODD. Mais on doit soustraire les transformations de ce type-là. Le comptage est très simple. Et on obtient aussi un résultat très simple que c'est petit 2 au carré. Mais petit 2 au carré, c'est rien d'autre que le nombre de métriques GIJ et BIG, des tenseurs antisymétriques, en petit 2 dimensions. Parce que ça, c'est la partie symétrique et là, c'est la partie antisymétrique. Donc, ensemble, ils forment un ensemble de 2 à la puissance 2 dimensions variables qui décrit, si vous voulez, les compactifications inéquivalentes. Donc, il y a ces langages à nouveau dual, j'utilise
un peu trop ce mot dual, entre décrire les compactifications en termes de l'espace et ou en termes de ces champs de fond qui sont des constantes ici et qui décrivent la compactification. Parce que, évidemment, les dimensions des différents tores, les vraies dimensions sont mesurées à travers la métrique. Bon, il y a quand même, comme dans le cas d'une seule dimension, une dualité, ou plusieurs dualités, c'est-à-dire que l'équivalent de la transformation R en 1 sur R existe bien sûr aussi dans les cas de plusieurs dimensions compactifiées. Mais bon, une évidence, c'est de dire que pour chaque dimension compactifiée, je fais cette opération-là. Là, c'est sûrement une symétrie. C'est banal. Mais on peut élargir cette symétrie à tout un groupe de transformations O2,2 Z. C'est-à-dire, on fait des transformations de rotation, c'est pseudo-rotation en deux dimensions, mais avec des entrées qui sont des entiers dans la matrice. Bon, je vous donne les résultats, hein, serait compliqué de faire la démonstration de tout ça. La conclusion est que l'espace de compactification vraiment inéquivalente n'est pas vraiment celui-là, mais c'est encore un peu plus subtil. On doit encore diviser par ces groupes discrets de transformations de dualité. Ça n'empêche pas que le nombre de quantités que je dois donner pour décrire toutes les compactifications non équivalentes est toujours le même, c'est petit 2 au carré. Bon, ça, j'en ai un peu besoin pour la suite, donc c'est pour ça que... Et c'est pas... bon, il y a encore une chose à dire, que les compactifications doivent être aussi compatibles avec cette invariance modulaire dont on a parlé quand on parlait des boucles. Et je vous rappelle que cette invariance modulaire est liée à l'absence d'anomalies dans l'espace-temps. Alors, pour illustrer un petit peu quelles sont les contraintes sur les compactifications afin d'avoir cette invariance modulaire, c'est utile d'utiliser des impulsions gauche et droite sans dimension. C'est-à-dire, on prend l'impulsion, on la multiplie par alpha prime, ça nous donne une longueur, on la divise par la longueur de la corde. Ça nous donne, disons, en unité naturelle, ça. Ça, c'est la même chose à une constante près pour avoir des quantités sans dimension. Vous verrez bien pourquoi on utilise ça. Et la contrainte que j'avais avant, tout à l'heure, écrite en termes de K au lieu de P, devient numérique. Vous voyez, les constants dimensionnels disparaissent. Là, sont des nombres purs, sont des nombres d'occupation. Et on obtient que ces KL et KR doivent satisfaire ces contraintes. Et la même chose qu'il nous dit, que, donc, vous voyez, c'est les impulsions, les deux impulsions, gauche et droite, ils font partie d'un réseau à deux dimensions. Parce que, disons, je peux toujours, j'ai une discrétisation de ça, mais je peux toujours ajouter un nombre entier de chaque impulsion ou enroulement élémentaire. Donc, il forme un réseau dans l'espace à deux dimensions. Si on prend toutes les valeurs possibles de KL et KR, il nous donne un réseau en deux dimensions. Alors, bon, je l'avais dit dans
si on regarde à nouveau ça comme une métrique de Lorentz avec 2 signes plus et 2 signes moins, on peut dire que par rapport à un produit scalaire lorenzien dans ce sens-là, les réseaux doivent être un réseau pair. C'est ce qu'on appelle réseau pair. C'est-à-dire que toutes les longueurs de tous les vecteurs dans ces réseaux ont une longueur qui est un pair, un entier pair. Voilà. Donc c'est pour ça l'utilité d'introduire ça, c'est pour avoir des choses sans dimension. Et je sais bien qu'est-ce que ça veut dire pair. Mais c'est pair par rapport à certaines unités, si vous voulez. Alors, on peut démontrer que, disons, cette propriété, que le réseau où il vit les KL et KR est pair, est suffisant pour avoir l'invariance modulaire sous les sous-groupes tau qui va en tau plus 1. Mais, si vous vous rappelez, l'invariance modulaire complète a cette transformation-là et aussi cette transformation-là. Les deux sont suffisants pour générer tous les autres. Et cette deuxième dimension, cette deuxième contrainte, nous dit en plus que le réseau gamma doit être self-dual. Alors, je vous rappelle que les duals d'un réseau, c'est tous les points qui ont un produit scalaire qui est un entier par rapport au réseau précédent. Alors là, disons, le fait que tous les vecteurs ont un carré pair nous dit déjà que gamma est contenu dans gamma étoile. Mais, en effet, on a besoin de dire que gamma est identique à gamma étoile. Bon, donc, pour résumer, disons, la conclusion est que pour avoir l'invariance modulaire, qui donc nous garantit aussi l'annulation des anomalies à la Green-Schwarz, nous force les réseaux à être pairs dans ce sens-là et self-dual dans ce sens-là. Bon, ça c'est la conclusion de cette analyse. Bon, encore une chose, là c'est un peu plus une parenthèse. Il faut, pour être précis, dire que la transformation là c'est peut-être déjà dans les notes de la première ère, je l'ai un peu modifié pour être un peu plus précis. Il y a un petit truc à faire pour vraiment imposer la dualité strictement comme une symétrie, et on peut l'apprécier, on peut le démontrer, mais c'est assez compliqué à partir de la procédure standard pour étudier les anomalies, mais disons, un raccourci, c'est de prendre l'action efficace de la corde qu'on a vu la semaine passée et noter que quand on compactifie une dimension, par exemple sur un cercle, la physique dans les dimensions qui restent non compactes ne dépend pas du dilaton, mais plutôt d'un dilaton redéfini. Parce que, si vous voulez, c'est assez simple à voir. Je vous ai dit que E à la moins 2 phi joue le rôle, E à la 2 phi joue le rôle de la constante de couplage en grande 2 dimensions. Donc, si une dimension est compacte, on peut se réduire à une dimension moins en factorisant ce volume de la dimension compacte. Vous voyez, l'intégrale de x, ça devait être 5 racine GG 5,5, c'est rien d'autre que la longueur de la circonférence. Et donc, ça redéfinit la constante de couplage de cette façon-là. C'est très standard. Quand on passe d'une théorie à un certain nombre de dimensions, à une théorie
avec un nombre inférieur de dimensions où certaines dimensions sont compactifiées sur un volume, en général, on a ce phénomène-là, que la constante de couplage dans les dimensions qui restent est la même que dans du départ, mais divisée par le volume. Bon, là, je parle de l'inverse de la constante de couplage, donc multiplié par le volume de compactification. Alors, on peut démontrer que la dualité marche si chaque fois qu'on fait des transformations de dualité, et donc on change le volume, parce que rappelez-vous que le rayon va à un rayon différent, donc on change le volume de compactification quand on fait la dualité, la T-dualité, on doit en même temps changer le dilaton d'une telle façon que la constante de couplage efficace dans les dimensions qui reste la même. Donc, si on change V, on doit changer phi d'une telle façon que cette combinaison-là reste invariante. Bon, physiquement, on le comprend bien. La démonstration formelle est un peu compliquée, sauf si on utilise l'action efficace où tout est assez clair. Et bon, dernière chose avant de passer à les cordes ouvertes, c'est que je la mentionne aussi un peu en passant, qu'on peut aussi utiliser cette idée de la T-dualité quand les champs GIJ et BIJ ne sont pas constantes, mais ne dépendent pas quand même des coordonnées internes. Donc, GIJ et BIJ sont les composants de la métrique et des tenseurs antisymétriques dans les directions internes. Si eux-mêmes, au lieu d'être des constantes, elles dépendent des dimensions internes, je ne sais pas quoi faire. Mais si elles dépendent des autres coordonnées, il y a une généralisation de cette transformation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous fait passer d'une solution à d'autres solutions, en général non équivalentes et dans certains cas équivalentes. Alors, je fais juste un exemple qui est très intéressant du point de vue physique, dont on peut parler par exemple l'année prochaine, si vous voulez, et c'est le cas où cette quantité-là dépend seulement du temps. Je suis dans un contexte cosmologique, une cosmologie homogène, mais pas nécessairement isotrope, en effet non isotrope, mais homogène, où, disons, dans un certain repère de coordonnées, disons, tous les champs dépendent que du temps. Okay? La cosmologie, si vous voulez, de Friedman, Robertson, Walker, c'est de ce type-là. Alors, en ce cas-là, je peux faire ces transformations, je peux définir à nouveau un groupe O2,2 qui transforme en effet ces champs entre eux, ils les mélangent, ils les inversent, ils font des choses très bizarres. Et à partir d'une solution cosmologique du départ, j'arrive à d'autres solutions cosmologiques. C'est très intéressant parce que, disons, ce sont des symétries de la cosmologie des cordes qui ne sont pas là, par exemple, dans la cosmologie basée sur la relativité générale. Et j'ai fait un exemple qui est assez frappant, qui est similaire, si vous voulez, à la transformation R en 1 sur R. Au lieu de prendre R comme les rayons d'un cercle, au lieu de R, j'utilise A de T. Si vous étiez là l'année passée à mon cours de relativité, ça c'est le facteur d'échelle de la cosmologie de Friedman, Robertson, Walker. Donc l'exemple le plus simple, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, de cette transformation, c'est une transformation qui envoie A de T en 1 à la moins 1 sur A de T. Je peux aussi rajouter à ça une inversion du temps, qui est aussi une symétrie des équations cosmologiques. Et donc, je peux passer d'un univers de Friedman, Robertson, Walker décrit par un facteur d'échelle A de T à une autre solution de la cosmologie des cordes où j'ai A moins 1 de moins T.
Et vous vérifiez vous-même, parce que c'est très simple, que si cette cosmologie est une expansion décélérée de l'univers, la cosmologie basée sur A moins 1 de moins t est une expansion accélérée de l'univers. Donc une espèce d'inflation. Donc, et si on colle une solution à l'autre, on peut imaginer une cosmologie non singulière qui découle de la théorie des cordes. Mais bon, ce n'est pas si banal que ça, et je laisse un point d'interrogation. Voilà, donc ça c'était la récupération du cours de la semaine passée. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas de possibilité de manœuvrer, donc on doit vraiment terminer le sujet. Donc on passe maintenant à la question s'il y a ou s'il n'y a pas une dualité pour les cordes ouvertes. On a vu que, disons, la dualité pour les cordes fermées est basée sur l'échange de l'impulsion et de l'enroulement. Et donc, à première vue, ça semblerait être une propriété que des cordes fermées, parce que les cordes ouvertes, on l'a dit plusieurs fois, il ne peut pas s'enrouler. Topologiquement, c'est toujours banal. On peut les dérouler, si vous voulez, facilement. Mais il y avait un petit paradoxe que, quand même, on a dit plusieurs fois que les cordes ouvertes peuvent évoluer et donner des cordes fermées. Qu'en effet, une théorie des seules cordes ouvertes était impossible, parce qu'il y a toujours la possibilité d'une corde ouverte de se fermer, hein, les extrémités se joignent et ça donne une corde fermée. Et les boucles impliquaient toujours l'existence aussi des cordes fermées dans la théorie des cordes ouvertes, qu'on partait avec des cordes ouvertes. Et donc, disons, il y avait un peu une préoccupation que ce n'était pas vraiment juste de rien avoir pour les cordes ouvertes. Et on peut faire des petits paradoxes si on va dans la limite où le rayon va vers zéro. Disons, il n'y a plus cette dimension de l'espace, mais du point de vue des cordes ouvertes, aller vers R égale 0, c'est comme aller vers R égale infini, tandis que pour les cordes ouvertes, il n'existait rien de similaire. Alors, Polchinski a eu cette idée en 1995 qu'il y avait une façon de définir, si vous voulez, la dualité aussi pour les cordes ouvertes. Et ça a amené ce qu'on appelle depuis la deuxième révolution dans la théorie des cordes. Si la première, c'était la révolution de Green et Schwartz en 1984. Alors, ça marche comment? Bon, la clé est dans les conditions au bord qu'on a écrit plusieurs fois pour les cordes ouvertes. Vous vous rappelez qu'à sigma égale 0 et à sigma égale pi, on doit avoir cette condition au bord. Et rappelons-nous qu'il n'y avait pas une somme sur mu. Hein. Donc, pour chaque mu, on devait imposer cette condition. Et d'autre part, on a vu deux choses. D'un côté, on a vu que la T-dualité correspond à un échange entre l'impulsion et, si vous voulez, l'enroulement, ou entre P et X'. Bon, je mets aussi une tension de la corde pour avoir la même dimension. Et d'autre part, et ça on l'avait vu déjà il y a plusieurs semaines, que les conditions au bord, on peut les satisfaire de deux façons différentes. À la Neumann, en imposant X' égale 0 aux extrémités de la corde, ou à la Dirichlet, en imposant delta X égale 0 à l'extrémité de la corde. Mais si je dis delta X égale 0, c'est comme dire que l'extrémité, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas dans cette direction, hein, bien sûr. Delta X mu égale 0.
que c'est équivalent à dire que P égale 0. Donc vous voyez que les conditions au bord de Neumann et Dirichlet sont l'un sur X', l'autre sur P, mais la T-dualité change les deux. Donc, bon, maintenant c'est facile à le dire, hein, ce n'était pas facile de les trouver au départ, mais il semble très raisonnable que la T-dualité doit changer simplement les conditions au bord de Neumann à Dirichlet et vice-versa. Donc, si vous voulez, la morale, c'est que les cordes fermées sont duales à eux-mêmes, tandis que pour les cordes ouvertes, il y a deux types de cordes, Neumann et Dirichlet, pour chaque direction, hein, et qui, la dualité, échange les deux. Donc, il établit une dualité entre l'un et l'autre. Et je rappelle encore qu'on peut choisir les conditions au bord indépendamment pour chaque coordonnée. Alors, un peu de définition. Disons que, bon, d'abord quelques propriétés, après quelques définitions. Donc, appelons n, petit n, le nombre de directions spatiales de l'espace où j'impose la condition de Dirichlet. Donc, dans ces n directions, les extrémités de la corde ne peuvent pas bouger, sont bloquées dans certaines directions. Mais ça veut dire que quand même, elle peut bouger dans les autres directions. Les autres directions sont grand de moins n. Donc, il définit un espace à 2 moins n dimensions, que c'est comme un hyperplane immergé dans l'espace en grand 2 dimensions. Alors, c'est cet hyperplane qu'on appelle une D-brane, D pour Dirichlet, ou des pi-branes, plus précisément, pour dire qu'elle a un certain nombre de dimensions. On appelle P D moins n moins 1. Bon, ça c'est la convention, c'est-à-dire que P est le nombre de dimensions de l'espace de l'hyperplane, mais si vous voulez, on doit rajouter à ces P1 les temps pour arriver à la dimension de l'hyperplane lui-même, qui est P plus 1. Donc il faut se rappeler un petit peu cette arithmétique. Quand on parle d'une pi-brane, c'est en effet c'est un espace à P plus 1 dimension parce qu'on pense toujours y rajouter le temps. Pourquoi? Parce que le temps, généralement, on dit qu'elle doit satisfaire la condition, la coordonnée temporelle de la corde doit satisfaire des conditions de Neumann, bon, parce que le temps elle devrait bouger quand même. Mais vous verrez qu'il y a peut-être même un exemple dans le sens contraire. Bon, donc pour résumer jusque-là, l'hypersurface où les cordes de Dirichlet terminent est à P plus 1 dimension. Donc ces cordes fermées ont P plus 1 direction à la Neumann et n direction de Dirichlet. Et P plus 1 plus n fait le nombre total des dimensions de l'espace-temps. Alors, j'ai fait quelques petits dessins avec mon programme. C'est pas. Oui, on pourrait partir par la droite, disons, parce que c'est peut-être plus facile. Alors, c'est une image d'une deux branes. C'est-à-dire, c'est une brane qui a 2 dimensions, mais il y a aussi le temps. Hein? Donc, si vous voulez, l'hypersurface est à 3 dimensions. Et là, j'ai dessiné des cordes ouvertes. Donc, les 2 extrémités sont supposées terminer sur cette surface à 2 dimensions.
Mais comme il y a le temps, hein, tout évolue, donc un instant un peu plus tard, elle peut avoir bougé, et il bouge aussi dans le temps. Hein. Disons, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Si on diminue la dimension de 1, on obtient un D1, une D1 brane, que c'est une corde. Mais ce n'est pas une corde fondamentale, c'est le lieu, vous voyez, c'est ce petit segment où d'autres cordes terminent en leur extrémité. Et comme il y a aussi le temps, la corde peut bouger, mais les extrémités doivent toujours rester sur la même corde, sur la même brane, qui dans ce cas-là est une corde. Mais c'est une D1 brane. Donc, elle vibre, elle bouge, mais ces deux extrémités restent ici. Et bon, là, c'est un dessin qui nous donne l'évolution temporelle de ce système. On peut aller encore plus bas, mais alors là, j'ai un petit peu de peine à dessiner mes cordes, mais disons, on peut imaginer, là c'est une D0 brane, parce qu'il existe aussi. Donc, si vous voulez, c'est un seul point dans l'espace, et elle bouge seulement dans le temps. Ça veut dire que les extrémités de mes cordes ouvertes doivent tout terminer dans ce même point. Donc, en principe, je devrais dessiner ça, disons, les deux extrémités qui se touchent. Et il y a même un concept d'une D-1 brane qui serait l'équivalent dans la théorie des champs de l'instanton. L'instanton, c'est une configuration, bon, je n'ai parlé il y a plusieurs années dans la QCD, c'est très important pour cet phénomène non perturbatif, et peut-être aussi dans la corde, ça peut avoir une importance. C'est comme des configurations des champs qui sont confinés pas seulement dans l'espace comme un soliton, mais aussi dans le temps. Donc c'est quelque chose qui dure un instant, ou un petit laps de temps. Bon, donc là c'était un peu pour illustrer ce concept. Maintenant, revenons à quelques formules. J'avais écrit il y a longtemps comment écrire la coordonnée compacte de la corde dans le cas des conditions de Neumann, où la dérivée par rapport à sigma est 0. Donc ça, c'était la corde ouverte avec des conditions au bord de Neumann. Et vous vérifiez immédiatement que si je prends x' à sigma égale 0 ou à sigma égale pi, j'obtiens 0. Hein, parce que j'obtiens un sinus de n sigma qui vaut 0. Alors, comment on passe de cette expression-là à la T-dual? Bon, on échange P5 et T exprime 5, et le résultat est écrit là. En effet, si vous faites les calculs, vous trouvez qu'il faut redéfinir légèrement les oscillateurs, mais c'est une transformation des phases qui est complètement inoffensive. Mais on obtient ça. Et maintenant, vous voyez que les extrémités de la corde ne bougent plus, parce que, premièrement, il n'y a pas de taux ici, et dernièrement, là, il y a un sinus n sigma qui tue tous les oscillateurs si je mets sigma égale 0 ou sigma égale pi. Voilà, parce qu'elle disparaît. Donc, effectivement, ça, c'est l'expression pour la corde ouverte de Dirichlet. On aurait pu l'écrire il y a plusieurs semaines, mais disons, on ne l'avait pas fait. Là, avec la T-dualité, ça devient important de l'écrire. Et on peut vérifier qu'effectivement, c'est exactement ça qu'on obtient. Alors, voilà. Donc là, c'est une corde de Dirichlet pour n'importe quel coefficient je mets ici qui multiplie sigma. Mais si je fais la T-dualité, je dois vraiment échanger les P et les X'
Donc, il y aura une relation entre ce que j'ai ici et ce que j'ai là. Et là, c'est la vérification que ce que je dois mettre ici, c'est rien d'autre que les rayons duals. Donc, vous voyez, je pars avec une corde de Neumann avec un rayon R, j'arrive avec une corde de Dirichlet, mais avec les R tilde, les R dual, donné par cette relation qu'on avait la semaine passée, qui multiplie sigma. Mais comment je lis cette formule-là? Je lis cette formule-là dans le sens que si je passe de sigma égale 0 à sigma égale pi, x5 fait un saut de combien? De 2w pi, parce que sigma varie de pi, r tilde. Donc, je vois que la corde ouverte s'est enroulée, mais de Dirichlet s'est enroulée effectivement W fois. Donc, des cordes ouvertes, si sont du type Dirichlet, peuvent s'enrouler. Et c'est évident pourquoi. Parce que comme leurs extrémités sont fixées, je ne peux plus les dérouler. Vous voyez, non? Là, c'est l'illustration. Donc là, j'ai mon cercle. Mais maintenant, dans le cercle, j'ai une ligne privilégiée, c'est la brane. La brane où les extrémités de mes cordes ouvertes sont fixées. Une fois que je lie les extrémités de ma corde à cette ligne-là, alors oui qu'il a un sens de parler de l'enroulement de la corde ouverte. Hein, parce que cette corde ouverte, je ne peux pas défaire l'enroulement. Donc là, il y a un exemple d'une corde ouverte de Dirichlet avec W égale 0. Donc, elle ne s'enroule pas parce qu'elle passe d'ici à ici sans faire le tour. Mais là, elle passe d'ici à ici en faisant le tour. Donc là, elle a un W égale 1, là, un W égale 0. Par contre, si j'ai une corde de Neumann avec les extrémités libres, il n'a aucun sens de dire que ça s'enroule ou pas. Mais elle peut bouger. Donc elle peut avoir l'impulsion, cette corde-là, dans la cinquième direction. Par contre, cette corde-là, elle ne peut pas bouger dans la cinquième direction. Donc vous voyez bien la dualité. Donc cette corde-là peut avoir, la corde de Neumann peut avoir l'impulsion dans la cinquième dimension, mais ne peut pas s'enrouler. La corde ouverte, elle ne peut pas avoir de l'impulsion dans la cinquième dimension, mais elle peut s'enrouler. Donc la dualité connecte les deux types de cordes ouvertes. Je pense que c'est clair. Bon, là, je vais vite vous rappeler, ça c'est une diapo que j'ai recopié-collé du cours précédent. Donc la situation, par contre, pour les cordes fermées, c'est plus simple, si vous voulez. C'est pour ça qu'on l'a découvert avant, la dualité dans les cordes ouvertes. Là, il y a les cordes qui s'enroulent et les cordes peuvent aussi bouger en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a la self-dualité dans la corde. Et là, c'est une autre façon de dessiner exactement la même chose. Vous la trouvez peut-être plus souvent dans les livres. C'est-à-dire, au lieu de dessiner mon cylindre avec la dibrane qui est ça, maintenant, je descends, si vous voulez, la dibrane. Je dessine la dibrane et après les autres dimensions comme étant transverses par rapport à elle. Donc là, c'est ma brane, par exemple, en deux branes, hein, si vous voulez. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cordes ouvertes doivent avoir leurs extrémités sur cette surface à deux dimensions et il ne peut pas bouger dans la dimension, les extrémités, il ne peut pas bouger dans la dimension transverse. Et les tores que j'avais tout à l'heure signifient que cet hyperplane
est identifiée avec celle-là. Donc, là, c'est ma corde avec W égale 0 du dessin précédent. Vous voyez, elle va d'ici à ici. Et là, c'est la corde avec W égale plus 1 qui va d'ici ici. Mais ces points-là, c'est exactement les mêmes que ces points-là. Donc, elle revient après avoir fait un tour dans la dimension orthogonale. Non, c'est assez simple, c'est assez joli aussi. Alors, on avait vu que dans les cas de la corde ouverte, non, je pense qu'on ne l'avait pas vu, on a vu l'analogue pour les cordes fermées. Disons, pour le cas de la corde ouverte, je peux écrire une relation générique qui me donne la masse en fonction de ça, mais où c'est un peu stupide, si vous voulez, d'écrire les deux termes parce qu'on a soit l'un, soit l'autre. Donc, si je suis dans le cas de Neumann, je dois mettre W à 0. Si je suis dans le cas de Dirichlet, je dois mettre N à 0. Alors, j'écris cette formule-là pour dire que, de toute façon, si je prends une valeur générique du rayon compactifié du cercle, le seul état à masse nulle correspond à n égale W égale 0, donc dans les deux cas, il n'y a rien de spécial, et n égale 1. Alors, la différence avec la corde fermée, je vous rappelle, c'est qu'il y a un seul set d'oscillateurs, donc il n'y a pas les n et les n tilde pour la corde ouverte, c'est pour ça, et il y a une seule contrainte, c'est ça. Alors, regardons ça dans le cas de Dirichlet. Dans le cas de Dirichlet, n égale 0, donc on regarde seulement ça. Et mettons n égale 1. Donc, n égale 1, ça veut dire que je prends les états créés par A croix 1, avec un index mu, bien sûr. Alors, si cet index mu est différent de 5, 5 c'est, j'appelle toujours 5 cette dimension compacte, on pourrait l'appeler 25, cet état-là correspond à un boson de jauge à masse nulle, qu'on sait que c'est contenu dans la théorie des cordes ouvertes. Maintenant, elle est vue en 2-1 dimensions, parce que, disons, j'ai pris mu différent de 5. Donc, c'est un vecteur avec 2-3 composantes physiques. Voilà, c'est justement les bosons de jauge dans une dimension de moins. Mais la chose intéressante, et c'est pour ça que je vais souligner ça, c'est que si je prends cet index mu égale 5, donc exactement la direction compacte, alors il s'agit d'un scalaire vu du point de vue de la théorie en 2-1 dimension. C'est un scalaire parce qu'il n'y a pas d'index spatio-temporel. Donc, quelle est la signification de cette scalaire-là? Bon, la signification est très intéressante. Vous voyez, la présence de la brane brise l'invariance de translation par rapport à cette dimension-là. Elle définit un endroit spécial où les cordes ouvertes s'arrêtent. Donc, mais pourquoi la mettre ici et pas là et pas là? La théorie elle-même, elle est invariante par translation. Mais je l'ai brisée d'une façon, on a discuté beaucoup de fois ici, spontanée. C'est-à-dire que c'est seulement une dégénérescence de l'état. Je peux la mettre ici ou je peux la déplacer sans aucune différence. Il y a une symétrie qui est brisée par cette configuration. Donc, comme c'est une brisure spontanée d'une symétrie, je m'attends à avoir un boson de Nambu-Goldstone
Et cet état-là, ces scalaires-là, est rien d'autre que les bosons de Nambu-Goldstone. Donc, il décrit, si vous voulez, les déformations possibles de la branche elle-même. La branche peut avoir elle n'est pas quelque chose d'absolument rigide, elle peut bouger, elle a sa propre dynamique, et déjà les petites oscillations, perturbations par rapport, disons, à un hyperplane sont décrites par ces champs scalaires. Alors, la chose se complique un peu, mais ça devient aussi plus intéressant si j'allume, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle des lignes de Wilson, Ken Wilson. Si vous étiez là à mon cours sur la QCD, on avait parlé beaucoup des Wilson Loops, des boucles de Wilson. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est. C'est un objet qui est invariant de jauge qu'on peut construire une fois qu'on prend une boucle dans l'espace-temps, on fait cette intégrale des chemins sur la boucle. Donc, vous voyez, c'est le produit dx mu fois les potentiels vecteurs. Et dans un cas général d'une théorie de jauge non abélienne, là, c'est une matrice qu'on peut évaluer dans n'importe quelle représentation du groupe de jauge, et on obtient quelque chose qui dépend du chemin. Et la valeur d'exploitation dans le vide de cet objet, c'est très intéressant pour comprendre si une théorie donne un confinement ou pas de charge. Par exemple, dans la QCD, on pense que cet objet-là doit décroître comme l'exponentielle de l'air contenu dans la boucle, si effectivement la théorie confine, il y a beaucoup de résultats numériques sur ça. Mais bon, j'arrête là la discussion. Dans les cas où il y a une dimension compacte de l'espace, on peut faire autre chose. Au lieu de prendre une boucle fermée, mais topologiquement banale, on peut prendre une boucle qui tourne autour de la dimension compacte. Et alors on parle des lignes de Wilson au lieu des boucles de Wilson. Voilà. Wilson line. Et même si le potentiel vecteur est banal, c'est-à-dire c'est une pure jauge, on peut avoir une ligne de Wilson qui n'est pas banale elle-même. Et c'est très clair. Supposons que je prends la composante, donc la boucle C maintenant une boucle dans la direction 5, autour du cercle, qui se ferme sur elle-même après avoir fait une boucle. Si je prends A5 de cette forme-là, avec des θ qui sont des constantes, là c'est une pure jauge. Si je calcule les tenseurs de champ électromagnétique, j'obtiens 0. Mais c'est comme l'effet Bohm-Aronoff, la boucle n'est pas banale. C'est-à-dire, elle me donne ça. Parce que j'ai normalisé tout ça avec un 2πr pour avoir un résultat simple pour la boucle. Et on verra bien que ces θ vont avoir une interprétation comme angle avec cette normalisation. Mais disons W, si je mets ça là-dedans, c'est banal que j'obtiens ça. Alors, on sait aussi, en théorie des jauges, que si la ligne de Wilson prend une valeur non banale, non banale, ça ne veut pas dire 0, ça veut dire différent de ce que j'obtiens si je mets 0 à la place de θ, ça veut dire n. On brise la symétrie des jauges d'une façon spontanée. Donc, c'est une façon de donner masse au boson de jauge. Mais ça marche seulement si j'ai cette direction compacte. Alors, c'est très intéressant de faire la même chose maintenant pour nos cordes de Dirichlet. Alors, je vous rappelle qu'on
on apprend dans la physique classique de l'électromagnétisme qu'il y a cette substitution minimale quand on a un champ A, un champ vecteur, un potentiel vecteur plutôt, et que c'est que l'impulsion doit être substituée par l'impulsion moins Q fois A5. Bon, généralement, on ne met pas les H bar là parce qu'on utilise des unités des potentiels vecteurs qui ne sont pas les miennes. Mais disons, comme j'utilise des dimensions non conventionnelles pour A5, que c'est essentiellement QA5, c'est l'inverse d'une longueur, j'ai besoin de l'H bar. Donc, ça s'explique les H bar. Alors, donc, si P5 est quantifié en unité 1 sur R, le nouveau P, avec cette substitution minimale, devient ça. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons une corde. Alors, attention, il faut peut-être revenir un petit moment en arrière. Moi, j'ai pris le champ de jauge diagonal. Ça veut dire que j'ai allumé ces potentiels vecteurs, mais seulement dans certaines directions dans l'espace du groupe de jauge. Par exemple, ça pourrait être un SUN, et un SUN. En effet, notre cas d'intérêt, c'est le cas d'un UN ou SUN. Et j'ai pris seulement le générateur diagonal, la subalgèbre de Cartan. Donc, ce sont des générateurs qui commutent entre eux. Alors, prenons une corde ouverte avec, vous savez, ces nombres quantiques de Chang-Payton, IJ. Ça veut dire que cette corde-là a une charge plus Q par rapport au boson de jauge Ième et moins Q par rapport au Jième. Donc, pour cette corde de Chang-Payton, la substitution minimale est comme ici, mais disons, elle prend seulement, parce que c'est le cas de plusieurs champs de jauge, donc on doit bouger l'impulsion selon les champs de jauge avec lesquels la corde est couplée. Voilà. Donc le résultat, ce n'est pas difficile à l'imaginer, c'est qu'au lieu de Hθ, j'ai Hθi moins θj, à cause de ces signes différents. Et la formule de masse devient ça. Voilà. Et ça, c'est encore pour les conditions de Neumann, parce que j'ai 1 sur R et j'ai ça. Et vous voyez bien que tout d'un coup, les masses ont bougé par rapport à ce que j'avais avant, pour des facteurs comme ça. Alors, faisons l'opération de T-dualité, donc comme d'habitude P que Van exprime, et aussi on transforme les rayons. On voit que la coordonnée de la corde, maintenant, bon, je fais les petits calculs, au lieu d'avoir simplement 2WR tilde sigma, comme avant, je prends donc, si vous voulez, c'est comme une substitution minimale, mais au lieu de la faire pour l'impulsion, je la fais pour l'enroulement. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est le résultat de la transformation de dualité à partir de ce que je sais comment faire pour l'impulsion. Donc, je fais la même chose et j'obtiens que, si vous voulez, cet enroulement qui est un entier, il est déplacé par une quantité qui n'est pas un entier, parce que c'est la différence de 2 θ. Donc, je vois que la corde ouverte maintenant, elle ne fait pas un angle de 2π W, mais 2π W plus
sigma. Hein? Bon, si vous voyez, le sigma varie entre 0 et pi, donc on fait un saut de pi. Et donc, θ i moins θ j r, ça veut dire, hein, θ i moins θ j r, c'est exactement la longueur de la corde dans le sens de la géométrie du cercle, pour cette différence angulaire. C'est peut-être plus facile de les voir en dessin, mais je n'ai pas fait les dessins ici, je les fais plus loin. Oh, je ne sais pas. Donc, oui, voilà, je l'ai fait là, les dessins. Si vous voulez, là, maintenant, j'ai une branche I et la branche J. À une distance angulaire, j'aurais dû mettre ici l'angle θi moins θj. Et ma corde, la corde avec des nombres quantiques ij, la corde ouverte avec nombre quantique aux extrémités ij, va maintenant de la branche I à la branche J, et ces deux branches sont séparées par une différence d'angle θi moins θj, qui est liée au potentiel vecteur que j'avais inséré dans la théorie. Hein? C'est un peu compliqué, mais c'est ça. Donc, et si on écrit la formule de masse à nouveau, mais pour la corde de Dirichlet, on obtient ça. Et on voit que la présence de ces lignes de Wilson a rajouté une contribution à la masse des bosons de jauge qui est exactement égale à T, la tension. Rappelez-vous que la tension est T fois 1 sur 2 pi alpha prime. Donc, ça, je peux le lire comme T fois la différence des angles fois les rayons. Donc, T fois la distance entre les deux branches qui sont à un angle θi et θj, le long du cercle dual. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous prenez la corde ouverte en vert, qui va de la branche I à la branche J, et là, même si j'enlève tout le reste, pas d'excitation, elle aura une masse donnée par la distance entre les deux branches. Comme, disons, elle va d'une branche à une autre qui est à une certaine distance, elle ne peut pas avoir masse nulle. Elle a une masse au moins égale à la distance entre les deux branches fois la tension. Donc, ça, c'est la façon de voir la brisure de la symétrie des jauges dans la représentation duale des cordes de Dirichlet. Hein? On peut la voir d'une façon ou de l'autre selon qu'on est dans Neumann ou dans Dirichlet. Et là, j'ai fait un peu le dessin dans l'autre façon. Donc, j'ai mis mes n branches maintenant à des angles arbitraires, θ1, θ2, θn, et j'ai dessiné là des cordes ouvertes. Alors, vous voyez là, par exemple, c'est cette corde rouge qui va d'une branche à la même branche. Donc, elle est, si vous voulez, une corde du type II. Et elle peut avoir masse nulle, pas de problème pour cette corde-là d'avoir masse nulle. Effectivement, une de ces cordes de masse nulle correspond bien au vecteur, au boson de jauge II. Mais si je prends une corde ouverte qui va d'une branche à l'autre, là, si les deux branches sont séparées, c'est-à-dire si θ1 n'est pas égal à θ2, cette corde qui va d'ici à ici ne peut pas avoir masse nulle. Donc, en général, si je prends les θ toutes différents entre eux, donc toutes des valeurs différentes, je brise la symétrie SUN du départ à U1 à la n, à la puissance n, parce que j'ai soit
hein, j'ai juste les bosons de jauge à masse nulle pour chaque brane, avec des cordes qui vont de chaque brane à la même brane. Mais on peut avoir des situations où il y a N1 qui sont à la même position, N2 à une autre position, NP à une autre position, et dans ce cas-là, le groupe de jauge est brisé d'une façon plus compliquée, hein, un produit de U1. Donc on voit tout ça assez facilement et assez géométriquement, si vous voulez. Et à nouveau, pour chaque vecteur à masse nulle diagonale, c'est-à-dire que II, hein, ou JJ, on a aussi un scalaire à masse nulle qui décrit justement comment cette brane peut bouger dans la direction transverse à la brane elle-même. Et je dis déjà que si n d'entre eux coïncident, il y aura n2 bosons de jauge à masse nulle. Et mystérieusement, il y a aussi n2 scalaires à masse nulle. Pour la même raison, parce que si je prends les index 5, 5, hein, 5 est toujours la direction orthogonale à la brane, je tiens N2, et je pense qu'on n'a pas encore complètement compris qu'est-ce que ça veut dire ces champs scalaires. Disons, c'est comme s'il y avait des coordonnées qui ne commutent pas entre eux, un peu comme une géométrie non commutative au niveau de ces coordonnées transverses pour un système à plusieurs branes. Je pense que ce n'est pas encore complètement compris. Bon, pour terminer cette première ère, il me reste, je pense, des transparents. Alors, une chose, une question que les gens se sont posées est s'il y a une action efficace qui décrit cette dynamique de la brane elle-même. Parce que tout d'un coup, ces branes qui au départ étaient des objets mathématiques, hein, les points où des cordes ouvertes ont leurs extrémités, deviennent des objets dynamiques qui peuvent bouger, qui ont leur, on verra bien, leur charge, leur masse et tout ça. Et on est arrivé à décrire la dynamique, au moins à basse énergie, de ces branes d'une façon assez élégante. On trouve, après pas mal de travail, qu'il y a une action efficace, à nouveau, qui décrit la dynamique de la brane et qui coïncide avec une action introduite par Born et Infeld et aussi utilisée par Dirac, on l'appelle DBI, ou Dirac-Born-Infeld Action, qui a une forme assez similaire, si vous voulez, à l'action de la corde fondamentale, excepté que, voilà, au lieu de 2 ici, on a P plus 1, parce qu'il y a la dimension de la brane. Donc, c'est une intégrale, si vous voulez, sur la surface de l'univers de la brane. Et il y a un facteur de vent qui dépend de la longueur de la corde. Et il y a ce facteur E à la moins phi du dilaton qui comparerait ici. Et après, il y a le déterminant d'une combinaison de la métrique des tenseurs antisymétriques et des champs de jauge qui vit sur la brane. Là, c'est le cas d'une seule brane. Hein. Et GAB, BAB sont les projections de la métrique de l'espace-temps sur la brane, au même titre qu'on avait fait pour la théorie de la corde. Hein. Donc, c'est la métrique induite, je pense, sur la brane, et même chose pour
tenseur antisymétrique. Alors, une chose intéressante, c'est que les coordonnées de la branche, donc la position de la branche, devient des objets dynamiques, parce que vous voyez cette action-là, elle contient donc les champs les x mu qui nous donnent la position de la branche. C'est les droites, c'est elle bouge, c'est elle vibre, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, c'est vraiment un système dynamique qui décrit la branche et donc les champs x mu décrivent les fluctuations transverses de la branche. À première vue, on a trop de coordonnées parce qu'il y a les x mu, mais comme avec la corde, il y a des invariances de reparamétrisation qui réduit le nombre de coordonnées physiques du départ, il était grand 2, et après, comme on a une invariance pour reparamétrisation de p plus 1 coordonnées, on réduit le nombre de variables physiques au juste nombre, le nombre de dimensions qui sont transverses à la branche. L'autre observation, c'est qu'il y a ici, ces facteurs e à la moins phi. Si vous vous rappelez, dans l'action efficace de la théorie des cordes fermées, on avait e à la moins 2 phi. On n'a pas écrit l'action efficace pour les cordes ouvertes. Si on avait fait ça, on aurait trouvé les mêmes facteurs e à la moins phi. La raison est que e à la 2 phi, c'est la constante de couplage efficace pour des théories de cordes ouvertes, tandis que pour des cordes fermées, tandis que pour les cordes ouvertes, la constante de couplage est e à la phi. Ça, on peut le comprendre du fait que les cordes fermées sortent d'une théorie des cordes ouvertes à travers des boucles. Donc, ils sont des objets, disons, à un niveau supérieur dans le développement dans la constante de couplage. Je vais mentionner pour terminer l'idée d'un univers Browne, parce qu'il y a beaucoup des idées là-dessus. On a dit que ces cordes ouvertes de Dirichlet sont fixées à la Browne. Alors, il y a une idée que peut-être les particules que nous connaissons, les particules du modèle standard, donc les bosons de jauge, les fermions, les champs de Higgs et tout ce que fait notre matière ordinaire, sont peut-être des objets liés à des cordes ouvertes qui vivent donc sur une branche à trois dimensions. Donc ça serait notre univers. L'univers Browne, ça veut dire que nous vivons, nos objets vivent sur cet sous-espace, et c'est seulement les cordes fermées qui, eux, ils ne sont pas confinés à la branche et qui contiennent la gravitation, les dilatons, d'autres forces du type gravitationnel qui sortent de la branche, qui vivent dans tout l'espace-temps. Et on peut voir que cette idée-là, elle n'est pas en contradiction avec les observations, c'est-à-dire qu'on trouve que c'est seulement les forces gravitationnelles qui sont modifiées par cette idée-là, parce que quand même le flux du champ gravitationnel se propage aussi à l'extérieur de la branche. Donc si je mets deux masses ici à une certaine distance, bon, disons la force est un peu modifiée, mais les modifications sont sensibles seulement à des petites distances. Bon, ça dépend un peu des différents paramètres de la théorie, et donc on peut réconcilier cette idée de l'univers brownière avec disons, les données expérimentales. Donc c'est une autre façon de dire, bon, la théorie des cordes nous donne ces dimensions supplémentaires, mais
on peut les traiter d'une autre façon. Donc c'est un peu complémentaire à l'idée de dire, oui, il y a les dimensions supplémentaires, mais elles sont tout petites. Là, ce n'est pas nécessaire qu'elles soient petites, mais nous vivons sur un subespace. Bon, notre univers, c'est dans un subespace. Il y a aussi la possibilité que peut-être la matière noire puisse, disons, vivre ailleurs, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il n'y aurait pas trop d'interaction avec nous. Bon, je pense que ça je pense... Ah, ouais, je suis allé trop vite. La toute dernière, c'était... Ah oui, heureusement. Alors, il y a une autre façon de voir que cet objet, ces brins, ils ne sont pas vraiment des objets mathématiques, mais sont vraiment réels dans la théorie des cordes. Et c'est de regarder la théorie efficace, l'action efficace de la corde, et voir s'il y a des solutions des équations, des champs, qui ressemblent à ces objets-là. Et effectivement, c'est le cas. Donc, on prend des théories des cordes du type 2A, 2B, et surtout, c'est crucial d'y mettre dedans ces formes de Ramond-Ramond, vous rappelez ces champs totalement antisymétriques dans les index d'espace-temps, et on trouve effectivement des solutions. Je n'ai pas le temps et l'espace d'écrire les solutions, mais elles sont même assez simples. Ce sont des solutions des équations de champ qui représentent effectivement des 10 brins. Alors, je vous avais dit qu'un objet à p dimensions, donc une pi brane, se couple d'une façon très naturelle à une forme en p plus 1 dimension. Par exemple, les points matériels en champ en mu, la corde à b mu nu, et ensuite. Et dans les théories 2A, 2B, il y a effectivement des champs antisymétriques. Et donc, dans 2A, on a des formes ampères, avec un nombre ampère d'index. Et c'est pour ça qu'elle contient dans ses solutions des brins avec un P pair. Et vice-versa, dans la théorie 2B, il y a des brins avec un P impair qui sont chargés par rapport à des formes, cette fois, paires. Voilà. Donc, il y a des champs de Ramond-Ramond. Et, si vous voulez, les brins sont des sources pour ces formes-là. C'est-à-dire, dans les solutions des équations, on voit bien que, disons, les charges par rapport à ces champs-là sont localisées dans les brins elles-mêmes. Et on peut écrire, donc, ces équations sont assez simples, au moins certains sont très simples, parce qu'elles dépendent seulement de la distance par rapport à la brane. Hein, donc, la somme des carrés des coordonnées orthogonales à la brane elle-même. Et quelquefois, elle peut donner même des solutions qui sont comme des trous noirs, surtout si on compactifie encore davantage les directions, disons, la surface d'univers de la brane. Donc, ils sont très intéressants pour la physique des trous noirs et aussi pour la dualité ADS-CFT. Mais disons, OK, donc je pense que c'est tout pour la première heure. Désolé à nouveau pour le petit retard. On va reprendre à 11h15. OK, pour la dernière. Merci.